nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Il s'agit donc d'un problème régional, en effet. On comprend tout de suite que la géopolitique peut avoir une influence décisive dans ce dossier, d'autant que l'Égypte fait pression sur l'ensemble des pays, notamment les pays où se trouvent les sources du Nil, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi et naturellement l'Éthiopie. Si tous ces pays se mettaient ensemble contre l'Éthiopie, peut-être qu'Addis Abeba serait obligé de céder et de renoncer à ce projet gigantesque. En attendant, mon point de vue, mon avis, connaissant la situation de la région, ayant vécu quelques années quand même en Éthiopie, ayant suivi de près la problématique posée par les eaux du Nil dans la région, cela ne m'étonnerait pas que le Caire et Khartoum, ainsi que leurs alliés de la région des pays arabes du Golfe, les États-Unis aussi, les pays occidentaux en général, cela ne m'étonnerait pas qu'ils soient derrière la guerre actuelle entre Addis Abeba et le mouvement de libération, le Front de libération du Tigray. C'est-à-dire que n'ayant pas réussi à faire plier le gouvernement éthiopien, les alliés du Caire ont pu susciter une rébellion à l'intérieur de Chères auditrices, chers auditeurs de La Voix des Grands Lacs, nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter un dossier à travers un article sorti, il est vrai, il y a un an, mais qui expliquait suffisamment le problème représenté par le barrage co-construit d'Éthiopie et qui constitue une pomme de discorde entre ce pays, l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte et même des pays occidentaux. Un dossier qui peut vous aider à comprendre, à mieux vous comprendre en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie, la guerre d'Éthiopie entre Addis Abeba et le TPLF, c'est-à-dire le Front de libération de Tigray. Nous pensons qu'effectivement, le dossier du barrage éthiopien sur le Nil, et qui a été une pomme de discorde entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, a un lien direct, pensons-nous, avec la guerre actuelle entre le gouvernement éthiopien et le mouvement de libération tigrayen. En lisant l'article, nous sommes donc dans la rubrique « Lu pour vous », eh bien, vous comprendrez mieux quels enjeux peuvent se cacher derrière cette guerre. Nous n'affirmons pas de manière absolue qu'il y a une relation entre la guerre d'Éthiopie et le barrage construit par l'Éthiopie d'Abiy Ahmed. J'en arrête là le commentaire préalable. Je vais vous lire l'article et vous comprendrez pourquoi. Le titre, c'est « Barrage éthiopien sur le Nil. La discorde entre le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ». Il s'agit donc d'un article qui date du 13 septembre 2020, il y a un an,
1 an et 3 mois, mais qui reste, à mon avis, d'actualité. Alors, l'article est intitulé donc Barrage éthiopien sur le Nil. Deux points. La discorde entre le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte. Une discorde, une pomme de discorde qui dure depuis déjà le lancement de ce projet. De quoi s'agit-il? Alors, parlons du barrage en lui-même d'abord. D'une hauteur de 145 mètres et d'une capacité de 74 milliards de mètres cubes d'eau, le grand barrage de la Renaissance que construit l'Éthiopie est appelé à devenir le plus grand barrage hydroélectrique en Afrique. Addis Abeba estime que ce projet est légitime, est indispensable à son développement économique. Les deux pays en aval, c'est-à-dire l'Égypte et le Soudan, font entendre leur désaccord. Le Soudan et l'Égypte, en effet, mettent en avant la crainte que ce barrage ne restreigne leurs ressources hydriques. Entre parenthèses, l'Égypte dépend à plus de 90% du Nil pour ses besoins en eau. Khartoum et le Caire évoquent également leurs droits historiques, alors qu'Addis Abeba prône une égalité des droits par tous les pays du bassin du Nil. Les négociations entre les trois capitales n'avancent pas. Donc, c'était en septembre 2020. Mais les questions techniques liées au remplissage du barrage ne masquent-elles pas des motivations géopolitiques plus importantes? Eh bien, nous allons vous lire l'entretien que France Culture a eu avec David Blanchon, agrégé de géographie, professeur à l'Université de Nanterre, en délégation CNRS auprès de l'IRL Globe, de Tucson, Arizona. Il est aussi auteur de Géopolitique de l'eau, entre conflits et coopération aux éditions Le Cavalier Bleu. Nous allons vous faire écouter l'interview audio que M. Blanchon a donnée à France Culture. Ça vous donnera peut-être plus l'idée de ce qu'il pense sur ce dossier, effectivement. Aujourd'hui, les discussions butent essentiellement sur la question du remplissage et du rythme de remplissage de ce barrage. Il y a en fait deux questions, à mon avis. C'est qu'il y a une question technique. Les Égyptiens veulent un rythme lent, 21 ans. Les Éthiopiens veulent un rythme plus rapide, en 7 ans. Les Éthiopiens agissent de façon un peu unilatérale, en commençant le remplissage sans avoir d'accord, ce qui crée évidemment des problèmes. Mais derrière cette question technique qui serait assez facile de résoudre, je pense qu'il y a vraiment une opposition de fond dans le bassin entre l'Égypte en aval, qui dépend du Nil à 98%, et l'Éthiopie en amont qui s'affirme comme une puissance émergente continentale. Donc il y a vraiment deux niveaux de discorde, un technique et puis un qui est plus géopolitique. Si l'on prend d'abord l'aspect technique, dans quelle mesure le barrage éthiopien de la Renaissance pourra-t-il modifier, comme semble le craindre Khartoum et le Caire, le débit du fleuve sur leur territoire? Le but du barrage hydroélectrique, c'est de produire de l'électricité, donc de laisser passer l'eau pour faire cette production. À terme, lorsqu'il sera rempli, a priori, sa modification sur le débit des eaux en Égypte sera relativement faible, surtout qu'il existe un barrage déjà au Soudan, Marawi, et qu'il existe en fait le barrage d'Assouan depuis 1970 qui régule largement le fleuve. Le problème, c'est vraiment un problème de rythme de remplissage, donc entre 7 et 21 ans, où il va falloir remplir ce barrage. Mais là encore, je pense que c'est vraiment plus un prétexte. Souvent on dit on se bat pour l'eau, d'accord, mais on se bat aussi avec l'eau d'un renversement de l'hégémonie dans le bassin du Nil. L'Égypte était ce qu'on appelait une puissance hydro-hégémonique qui maîtrisait et affirmait sa domination sur le bassin du Nil et qui voulait, en faisant référence à des traités de 1929 et de 1959, en disant qu'elle avait des droits sur le Nil, alors que l'Éthiopie mène une politique de contre-hégémonie qui veut s'affirmer et qui dit que en fait tous les États du bassin sont égaux et qu'elle a
le droit également de maîtriser les eaux dans son territoire et avec ce grand barrage pour produire de l'hydroélectricité qui est en fin de compte également pour l'Éthiopie de s'affirmer comme la grande puissance hydroélectrique énergétique de cette partie du continent, c'est-à-dire à la fois pour le Soudan, pour le Kenya, pour l'Ouganda, et avec cette production hydroélectrique s'affirmer également comme puissance industrielle émergente avec l'appui de la Chine. Donc il y a vraiment un contexte géopolitique qui va bien au-delà des questions techniques de remplissage du barrage. Est-ce que la question du Nil, telle qu'elle se pose aujourd'hui, peut aboutir à un conflit direct ou indirect? C'est très improbable parce que l'Égypte n'aurait absolument aucun soutien si elle se lançait dans un conflit armé avec l'Éthiopie. L'Éthiopie a effectivement mené un réseau d'alliances à la fois local avec la Chine également et même dans ce barrage, la construction et une entreprise italienne qui s'appelait Salini, qui s'appelle Webuild, mais qui construit d'autres barrages d'ailleurs en Éthiopie. Les turbines sont fournies par Alstom. Enfin, vous voyez que en gros, l'Éthiopie a fait un réseau d'alliances suffisant pour éviter tout conflit. Maintenant, l'Égypte a un problème assez grave de questions de l'eau, mais lié aux questions agricoles et foncières. Et là, on pourrait presque dire que cet affrontement verbal avec l'Éthiopie est là pour masquer les problèmes hydrauliques extrêmement importants et fonciers extrêmement importants qui sont à l'intérieur de l'Égypte cette fois-ci. Quel a été le rôle de l'Union africaine dans ces négociations? Le rôle de l'Union africaine est relativement marginal. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il existe une initiative du bassin du Nil qui rassemble tous les pays riverains du bassin du Nil. Et dans le cadre de cette initiative, effectivement, on peut avoir des jeux qui sont extrêmement complexes. Par exemple, l'Égypte a mené une politique, j'allais dire, favorable à la République démocratique du Congo, à la Tanzanie, qui essaye de retourner ces États qui sont dans l'initiative du bassin du Nil pour essayer de recréer une alliance qui soit cette fois-ci favorable à l'Égypte contre l'Éthiopie. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que se forme l'essentiel de la tension géopolitique à l'intérieur, plus qu'au sein de l'Union africaine en général. Alors est-ce que dans ces négociations, l'Égypte fait toujours valoir les accords historiques de 1929 et 1959 sur le Nil? Oui, alors l'Égypte s'appuie très largement sur ces traités qui en fait lui donnent des droits, une prééminence dans le bassin du Nil, l'accord de 59 donne 75% de l'eau du Nil à l'Égypte, 25% au Soudan, en gros, et par cet accord, donc normalement les autres pays ne peuvent rien faire dans le bassin sans l'accord de l'Égypte. Mais il a été signé à la période coloniale, notamment pour le Kenya, etc., les pays du haut bassin du Nil blanc, encore sous domination britannique. Donc ils rejettent cet accord et ils veulent le remplacer par un nouvel accord cadre, dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil, où là, effectivement, il n'y aurait plus de droit historique de l'Égypte et tous les États seraient traités sur le même plan. Donc l'Éthiopie en premier pousse cet accord et les États d'amont ont tous signé cet accord, sauf deux États, donc le Soudan et l'Égypte, parce que effectivement cet accord ne reconnaît pas un droit prééminent de l'Égypte sur les eaux du Nil. Les négociations entre le Caire, Addis Abeba et Khartoum ont été suspendues à plusieurs reprises cette année, notamment depuis l'annonce d'une première phase de remplissage du barrage éthiopien. Qu'en est-il exactement? Les dernières informations que j'ai eues, c'est que l'Éthiopie a profité d'une année extrêmement abondante de crues du Nil bleu pour remplir une première phase, 5 km3 à peu près, du barrage. Mais il en fait 74, donc c'est même pas un dixième qui a été rempli. Pour le moment, on en est là et effectivement, ça ne rentre pas normalement dans l'accord. Enfin, la critique, par exemple, des États-Unis pour justifier le fait qu'ils avaient gelé une partie de leur aide bilatérale à l'Éthiopie était de dire « vous n'avez pas le droit avant qu'il y ait un accord signé ». Comme vous venez de l'entendre, il s'agit donc d'un problème régional, en effet. On comprend tout de suite que la géopolitique peut avoir une influence décisive dans ce dossier, d'autant que l'Égypte fait pression sur l'ensemble des pays, notamment les pays où se trouvent les sources du Nil, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi et naturellement l'Éthiopie. Si tous ces pays se mettaient ensemble contre l'Éthiopie, peut-être qu'Addis Abeba sera obligé de céder et de renoncer à ce projet gigantesque. En attendant, mon point de vue, mon avis, connaissant la situation de la région, ayant vécu quelques années quand même en Éthiopie, ayant suivi de près la problématique posée par les eaux du Nil dans la région, cela ne m'étonnerait pas
que le Caire et Khartoum, ainsi que leurs alliés de la région des pays arabes du Golfe, les États-Unis aussi, les pays occidentaux en général, cela ne m'étonnerait pas qu'ils soient derrière la guerre actuelle entre Addis Abeba et le mouvement de libération, le Front de libération du Tigray. C'est-à-dire que n'ayant pas réussi à faire plier le gouvernement éthiopien, les alliés du Caire ont pu susciter une rébellion à l'intérieur de l'Éthiopie. Nous y reviendrons dans une prochaine émission avec un invité, avec un spécialiste de la question, mais déjà, d'ores et déjà, à partir de cet article, à partir de la présentation des choses que vient de nous faire l'expert, nous pensons qu'il y a anguille sous roche, que ce n'est pas une simple guerre civile entre les Tigrayens et les Amharas, ou les Oromos, et les autres peuples ou tribus éthiopiens. Nous pensons aussi qu'il y a une main extérieure qui souhaite que le gouvernement d'Abiy Ahmed soit affaibli afin que le projet soit remis au calme grec. Je vous remercie et nous attendons vos commentaires naturellement. Dites-nous si cela peut correspondre au schéma que vous faites ou que vous vous faites de la situation de la guerre civile aujourd'hui en Éthiopie. Ou alors, si effectivement vous pensez que les pays voisins n'ont rien à voir, que les pays occidentaux n'ont rien à voir dans cette guerre et que le barrage éthiopien n'est pas une pomme de discorde qui a pu susciter des désalliances à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que les Tigrayens, le TPLF, a pu être aidé pour commencer cette guerre que nous vivons et qui provoque des milliers de morts en Éthiopie et des centaines de milliers de réfugiés. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Au revoir. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere warashobewe.